J'ai rendez-vous avec une dame. Bonjour. Que voilà. Alors, je la tutoie, donc je ne peux pas m'empêcher de la tutoyer. Donc je te tutoierai. Ok. On a fait beaucoup de radio ensemble. Oui. Je ne sais pas comment je te présente, en fait. Donc, Rokhaya Diallo. Moi, je serais tenté de dire activiste. Oui. Activiste. Moi, j'aime bien ce terme. Ah. Ça marche bien en anglais et en français aussi. Donc, Activiste. Ouais. Activiste. Alors, après, activiste de quoi? Pour l'égalité, contre les injustices, donc de manière assez large, contre le racisme, le sexisme, l'homophobie, selon l'urgence des combats. Donc, une activiste. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire une activiste de la cause noire? Disons que c'est restrictif parce que, effectivement, la question des Noirs m'intéresse. Mais je me suis beaucoup intéressée à l'islamophobie. Dernièrement, je me suis pas mal intéressée aussi à la question des Roms. Donc ouais, les Noirs, oui, mais pas seulement. Je me sens par exemple héritière de la marche pour l'égalité, qui a été appelée marche des beurs par les médias. Donc je pense qu'il n'y a pas de spécificité, en tout cas de mon engagement sur les Noirs de France. Alors tu polémiques à la radio, tu polémiques à la télé, tu participes à des débats. C'est la place que tu t'es donnée. C'est la place qui s'est faite au moment où j'ai eu l'opportunité de faire de la télévision. Donc effectivement, je débat beaucoup. J'essaie quand même de concevoir des programmes de fond pour vraiment venir avec des chiffres, des idées, et pas justement rester enfermé dans l'image de la personne qui est la contradictrice. Exactement, qui est jamais d'accord avec personne. Je le suis, mais de manière sereine. Alors on est où ici? On est dans une télé locale. Voilà, on est à La Locale. Donc c'est une chaîne qui est basée en banlieue parisienne, à Pantin. Ouais. Je fais un documentaire qui revient à la fois sur les 30 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme et les 50 ans de la marche sur Washington de Martin Luther King. Donc ce sont des Américains qui découvrent la France à travers ces questions d'égalité qui me sont chères. Il y a 30 ans, il faut se rappeler de ça, on a marché contre le racisme. Ils sont partis de Lyon, c'est ça? En fait, ils étaient de Lyon, mais ils sont partis de Marseille à 15. Ouais. Ils sont arrivés à Paris à 100 000. Donc c'est vraiment une marche incroyable, c'est une épopée formidable. Il y a un sociologue qui dit que c'est le mai 68 des enfants d'immigrés. Et moi je pense que c'est vraiment ça a été une révolution. Moi j'avais 5 ans, j'en ai aucun souvenir évidemment. J'en ai aucun souvenir, mais c'est pour ça que je travaille dessus. Moi je l'ai découvert étant adulte et je regrette de ne pas avoir eu plus de connaissances de ça à travers les livres d'histoire, à travers l'école en fait. Donc je trouve que c'est important de cultiver la mémoire militante. On va voir ça. And they have this motto, liberté, égalité, fraternité. La vie, elle valait pas très chère. On tuait, c'était la chasse ouverte. C'est des mesures concrètes parce qu'il se rend compte qu'il a oublié sa 30e proposition, par exemple. C'est quoi la 30e position? C'est lutter contre le contrôle faciès. D'accord. Sachant que toutes les émeutes depuis les Minguettes sont parties de confrontations avec la police. Le contrôle aux faciès, c'est un truc super central, en fait. Le gouvernement vient à marquer son indignation et à exprimer sa détermination à lutter contre toutes les formes de racisme. Dis-moi, Rokhaya, je suis en train de regarder ton compte Twitter. 16 159 tweets. Ouais. Ça fait beaucoup dans une journée, non? Dans une journée, les 16 000, effectivement, ça ferait beaucoup. Oui, ça fait pas mal de tweets dans la journée, ouais. Plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines, disons que je tweete beaucoup et je suis beaucoup interpellée. Donc je réponds, je débat. Donc c'est vrai que je suis assez active sur les réseaux sociaux, mais j'aime bien. Mais tu débats avec tout le monde parce que je vois par exemple que tu débats avec des gens d'extrême droite, comme François Dessouche. Absolument. Je réponds, hein. Moi, on m'attaque, je réponds, je suis polie. Il répond aussi? Il répond, des fois il dit merci, oui, il répond. Alors après, on est dans un débat, effectivement, je réponds pas aux injures. Je réponds aux questions, c'est ça, aux questions qui sont formulées de manière cordiale ou au moins polie. Mais les injures, je réponds pas. Mais effectivement, j'avais reçu d'ailleurs une menace sur Twitter en juin, et l'affaire est en cours. Tu as porté plainte? J'ai porté plainte, voilà. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment une quoi, limite, c'était une menace de viol. Menace de viol? Voilà, une menace de viol, enfin un appel au viol plus exactement. Sur quelle base? Alors le tweet disait il faut violer cette conne de Rokhaya, comme ça finit le racisme. Et donc là effectivement j'ai appelé mon avocat en disant, enfin moi il y a des limites sur lesquelles je veux pas que les gens aient le sentiment qu'on peut tout dire de manière impunie. Le fait d'être une femme noire, ça expose à d'autres types de clichés. On est quand même dans un pays qui a érigé la femme noire en fantasme à travers Joséphine Baker, à travers les revues nègres. Donc en tant que femme noire, on est exposé à d'autres clichés sexistes.
Ce ne sont pas les mêmes clichés exactement que celui des femmes blanches. Donc forcément, on se forge une conscience féministe différente. Et après, en tant que femme de culture musulmane, je ne peux pas m'associer aux gens qui vont condamner d'avance les hommes musulmans en considérant qu'ils sont plus sexistes que les autres. Parce que les hommes musulmans, c'est mon frère, c'est mon père, sont des gens aussi avec lesquels j'ai grandi. Donc je n'ai pas une perception différente des hommes musulmans que celle que je peux avoir des autres hommes. Ça veut dire qu'au fond, la montée en puissance des femmes comme toi, issues de l'immigration, dans le discours politique, bah ça crée des coupures qu'on n'a pas vues venir, quoi. Bah, disons qu'on n'est plus la génération touche pas à mon pote, parce que dans les années 80, on disait touche pas à mon pote, mais qui parlait? C'était pas le pote, il y avait quelqu'un qui parlait pour le compte du pote en disant ne le touche pas. Aujourd'hui, c'est les potes qui ont la parole, en l'occurrence, et on parle pour nous, et c'est ce qui change les choses. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un bouleversement qui s'opère de ce point de vue-là. On pensait pas que les enfants d'immigrés avaient une capacité à prendre la parole tout seuls, et ce qui bouleverse en fait quelque part la gauche, c'est qu'on parle pour nous, et on n'est pas forcément d'accord avec eux. Et sans leur demander l'autorisation. Absolument, et c'est ça qui fait un peu mal parfois. Moi, je me demande s'il ne faut pas que je mette ma voiture à recharger, parce que si je veux rentrer ce soir à Paris, il me reste peu d'autonomie sur ma batterie. Il y a une prise électrique dans le coin. Là, c'est chaud. Hein. C'est pas gagné, ma sœur. Tiens bon. Ouais. Donc, c'est pas possible, quoi. Ça, c'est gênant. Je trouve que c'est gênant, ça. Est-ce que tu as identifié le petit moteur qui te fait avancer dans la vie? C'est marrant parce que on m'a posé la question récemment et j'arrive pas en tout cas à identifier de moments déclencheurs, mais je me souviens quand même que j'ai toujours été assez sensible aux injustices. Il y a pas longtemps, je parlais avec ma mère et on se souvenait du moment où je négociais avec mon frère les tours de vaisselle en me disant que voilà, sous prétexte que j'étais une femme, c'était hors de question que je fasse la vaisselle tous les jours parce que voilà. Et j'ai un souvenir très clair du fait d'avoir imposé chez moi le fait qu'on fasse à tour de rôle la vaisselle, mon frère et moi, parce que je ne me voyais pas faire la vaisselle tous les jours. Il n'y avait pas de raison que lui, en tant qu'homme, ne participe pas aux travaux ménagers. Donc on avait très petit, en fait très jeune, on avait cette répartition des travaux domestiques avec mon frère pour aider les parents. Mais est-ce que c'est aussi une éducation? Est-ce que tu as reçu une éducation qui a fait de toi à la fois cette femme révoltée mais active, quoi? J'ai un exemple, en tout cas maternel, très parlant. Ma mère, parce que c'est le milieu populaire, tu es oui, issu d'un milieu populaire. Ouvrier, mon père était ouvrier, ma mère a travaillé pendant des années dans différentes associations, donc elle a fait des petits boulots dans le milieu associatif. Mais c'est vraiment d'ailleurs toujours une battante, quoi. J'ai vraiment eu l'exemple d'une femme qui a économisé sou sur sou pour pouvoir acheter un appartement en banlieue pendant des années à la Courneuve, voilà. Moi j'ai grandi à Paris dans le 19e. Et puis quand il a fallu acheter un appartement, on a dû déménager en périphérie parce que c'était moins cher. Et donc j'ai passé toute mon adolescence à la Courneuve. Et j'ai vu ma mère économiser sou sur sou, se battre, cumuler des petits boulots, etc. C'est possible. En tout cas, elle s'est vraiment assurée quand on était adolescent qu'on ait un appartement suffisamment grand pour que mon frère et moi, on ait une chambre individuelle, qu'on puisse faire nos devoirs correctement. Tu as fait de grosses études. J'ai fait du droit, école de master. Ouais, c'est ça. J'ai une maîtrise en droit international et européen. J'ai fait un diplôme d'école de commerce et un master derrière en marketing et distribution audiovisuelle. Ouais. Donc, et en fait, c'est à partir de ce niveau-là que quand j'ai fait ma maîtrise à Assas, que j'ai commencé à être l'une des rares noires et à qui on posait des questions sur d'où viens-tu. Et c'est vrai que moi, naïvement, en fait, au départ, je disais, je viens de Paris. Enfin, je suis née à Paris, oui, j'habitais à la Courneuve, etc. Et en fait, j'ai compris que les gens me demandaient de quel pays d'Afrique j'étais. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais attends, comment se fait-il que les gens, me voyant, imaginent que je suis pas française? Parce que c'est vrai que c'est un truc qui me semble quand même assez évident, c'est que j'ai un accent hyper parisien. Oui. Et le fait que les gens n'entendent pas mon accent et privilégient en fait mon apparence pour me prêter forcément un lien avec
avec l'Afrique, pour moi, ça disait des choses sur la façon dont la France se voyait. C'est-à-dire que moi, on ne me voit pas comme une Française. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir en me disant, mais quand même, et tout. Et j'en ai parlé avec mes amis, en fait, qui étaient d'origine maghrébine ou asiatique. Ils étaient confrontés exactement aux mêmes expériences. Et je me suis dit, il faut vraiment qu'on réfléchisse à une manière de redéfinir ce que c'est d'être français et pour imposer, en fait, aux gens l'idée que, bah oui, quelqu'un comme moi, qui s'appelle Rokhaya Diallo, qui a la peau noire, est un Français comme un autre, quoi. On va laisser Rokhaya Diallo au montage de son film. Moi, j'avoue que elle me plaît bien, Rokhaya. Enfin, elle me plaît de plus en plus. Ça fait quelques années que je la connais. Je l'ai vue devenir plus mature. Et ce qui me saute aux yeux, elle l'explique très bien, c'est que elle fait partie d'une génération qui ne nous demande plus l'autorisation d'occuper sa place dans la société française. La génération précédente a eu besoin d'SOS Racisme ou des Blancs pour se donner bonne conscience, disaient aux Noirs et aux jeunes beurs, allez-y, on est avec vous. C'est fini tout ça. Eux, ils prennent la place qu'ils estiment devoir prendre eux-mêmes. Ce qui rend finalement assez dérisoire les combats politiques de certains qui ne veulent pas leur donner cette place et qui voudraient qu'on ne la leur donne pas. On n'a pas à la leur donner ou pas à la leur donner. Ils l'ont prise. Ils sont en train de la prendre. Et le débat est clos. Et il faut faire avec. Et c'est tant mieux, à mon avis. À demain matin. Qu'est-ce que c'est exactement que ce rendez-vous de Bruxelles? Alors, on va au Parlement européen. En fait, je fais partie d'une association qui s'appelle l'ENAR, ça veut dire European Network Against Racism, donc un réseau européen contre le racisme. Et aujourd'hui, on organise, on inaugure une semaine sur la diversité invisible. Et toi, tu voyages pas mal? Beaucoup, je voyage beaucoup, je participe beaucoup à des conférences internationales en fait. Très très régulièrement, on me sollicite pour parler de la France à l'étranger. Parce que si ce que je dis en France parfois n'est pas entendu, il y a beaucoup de gens à l'étranger qui veulent savoir ce que je dis parce qu'il semblerait que je dis des choses qui ne sortent pas beaucoup des frontières de France. D'accord. Genre Parce que par exemple sur l'islamophobie, c'est marrant parce qu'en France le mot fait débat, mais il a été adopté dans des rapports des Nations Unies, prononcé par Kofi Annan. Je suis allée dans plein de pays où on en parle de manière décomplexée, y compris au Texas, au fin fond du Texas, dans une université. On fait des conférences là-dessus, alors qu'en France on est, je trouve, quand même assez crispé sur des sujets et on met beaucoup de temps à avancer. Là où ailleurs, voilà, on bouge quoi. Et là par exemple à Bruxelles, tu es la seule représentante française? De l'ENAR, oui. En fait, dans l'ENAR, je représente l'Europe du Sud-Ouest, donc la France. Est-ce que la gamine de la Courneuve, elle est fière quand même de se retrouver à voyager, à représenter la France? Oui. Disons que ouais, je suis fière, je suis étonnée en même temps. C'est vrai que je suis hyper fière en fait du fait que ma parole soit entendue ailleurs et qu'elle soit valorisée. C'est la première fois qu'on m'a sollicité pour parler à l'étranger. J'étais vraiment super surprise et agréablement surprise. Et oui, de me dire, sachant d'où je suis partie, que je viens de la Courneuve, d'une cité, que mes parents étaient des ouvriers vraiment très modestes, c'est incroyable. Et je considère souvent que je suis un accident sociologique. Parce que voilà, vu mon point de départ, il était absolument improbable que j'arrive là où j'en suis aujourd'hui. Ce qui me fait marrer, c'est qu'au fond, la fille qui représente la France dans cette association, dans plein de colloques, c'est quand même une bonne gauchiste. Ils le savent, ça? Je pense qu'ils me connaissent avant d'être... Parce que j'ai été élue quand même par ce conseil d'administration. Il y a eu une élection qui a eu lieu au mois de juin dernier. J'ai présenté mon programme devant une assemblée composée d'Européens divers et ils avaient déjà ma biographie. Donc je pense qu'ils avaient tout le loisir de faire des recherches sur quel était mon passé, quel était mon ancrage politique. Merci. C'est comment je suis. Un peu vieille France. Là voilà. Salut Julie, ça va? Ouais, ça va. On t'a pas fait Julie Léna? Enchanté. Très bien. Bon, je voulais voir Bruno, ceux-là, mais alors, je crois que c'est mort là.
t'appuies là? Ouais, j'arrive. Franco, je te présente Christophe. Comment ça va? Ça va? On a raté ton happening. Ce que vous avez fait demain là. C'est quoi la négrophobie? Est-ce que ça existe? Oui, c'est quelque Après, chose. tu me diras ce que t'en penses toi. Ouais, je te dirais. C'est quelque chose qu'on définit, c'est le racisme anti-noir. Et donc, c'est dire que ce qui a été à l'origine de l'esclavage, de la colonisation de l'Afrique subsaharienne et aussi de la discrimination raciale qui sévit dans le logement, dans l'emploi, etc., c'est une seule et même chose, c'est la négrophobie, c'est-à-dire le racisme anti-noir. Donc c'est une forme de racisme parmi d'autres, et on pense par exemple qu'en France, il y a une arnaque, et ça on le dit ouvertement, c'est l'antiracisme de façade. Pourquoi? Parce qu'il prétend lutter contre un racisme, mais pour lutter efficacement contre un racisme, il faut en connaître les différentes composantes. Avant, on était antiraciste. Ça comprenait les Noirs, les Arabes, l'islamophobie, ça comprenait même l'antisémitisme. Tout ça était dans un ensemble. Alors maintenant, on va segmenter C'est là l'arnaque. C'est là l'arnaque et c'est une arnaque qu'on vous a vendue, qu'on nous a vendue sans qu'on y fasse attention. C'est-à-dire, vous croyez que vous maîtrisiez l'ensemble en vous disant tout simplement antiraciste, mais le problème, c'est qu'il y a des catégories différentes de racisme qui représentent le grand ensemble du racisme. Pour lutter efficacement contre le racisme, il faut connaître le racisme anti-noir, le racisme anti-arabe, le racisme, tous les racismes. On pourrait dire racisme, anti-juif, oui. Mais si on a trouvé la nécessité du mot antisémitisme, c'était pour une raison, et je crois que c'était une bonne chose. Donc quand on parle de racisme anti-noir, c'est aussi une spécificité, et c'était intéressant de mettre en avant ce qu'elle a de particulier, parce qu'elle est liée à l'histoire coloniale, évidemment. Mais toi, Rocaille, t'es d'accord complètement avec la focalisation sur un racisme anti-noir? Moi, je pense et qu'on l'appelle négrophobie, qui n'est pas facile comme ça, c'est compliqué. Alors, c'est vrai que c'est plus français qu'européen. Au niveau européen, on parle plus d'afrophobie, mais moi, je trouve que c'est important que des collectifs se focalisent sur un aspect particulier du racisme, parce que ils sont pas mus par les mêmes leviers historiques ou les mêmes leviers sociologiques. Donc, je pense que, par exemple, aujourd'hui, en France, on aurait besoin d'une association qui se préoccupe spécifiquement du racisme contre les Roms, parce qu'en fait, le fait de se focaliser sur le racisme en général, ça permet pas en fait de tenir compte des spécificités de chaque groupe. Et c'est vrai qu'on n'a jamais, dans les années 80, à la grande époque de SOS Racisme, on a très très peu parlé de ce que vivaient spécifiquement les populations noires. La discrimination, c'est comme une maladie. Quand vous êtes malade, vous êtes content d'avoir des médecins généralistes, vous êtes content d'avoir aussi des spécialistes. D'accord. Eh bien, c'est la même chose exactement. Elle travaille dans la production audiovisuelle. Elle a publié en 2011 un livre sur le racisme, mode d'emploi, et en 2013, comment parler du racisme aux enfants. Bonjour Rocaille. Bonjour. Je pense qu'on peut lutter contre le racisme de manière globale, mais qu'il faut, pour être efficace, s'attarder sur les spécificités du racisme lorsqu'il concerne certains groupes. Le racisme qui est dirigé contre les Noirs a des sources historiques bien particulières qui sont liées notamment à l'esclavage et à la colonisation. Il est important de les tracer pour en voir l'héritage aujourd'hui qui est encore très très présent dans des productions culturelles, intellectuelles européennes. Et là, je pense à quelque chose qui parlera à tout le monde. C'est cette boisson chocolatée qui anime les déjeuners des enfants. Il s'agit de Banania. Banania, donc c'est l'image du tirailleur sénégalais qui a été exploité depuis après la Première Guerre mondiale, où effectivement l'image emblématique de Banania, c'est un tirailleur sénégalais. Donc il faut savoir quand même, sénégalais, c'est un terme générique pour désigner les tirailleurs africains. Il faut savoir quand même que les tirailleurs africains se sont battus aux côtés de la France et en sont morts, et qu'aujourd'hui encore, la marque Banania utilise de manière grossière cette image du tirailleur et le caricature en se référant à cette phrase qui est « y a bon », qui signifie en mauvais français « c'est bon ». Donc ça, il est important de savoir d'où vient cette image pour pouvoir la contester. Bonjour ma soeur. Bonjour. Tu peux me dire 2 mots à ma caméra? Ouais, Ok, n'oubliez pas de... Oui, je n'oublierai pas. Oui, parce que je crois que je retrouve pas mes cartes. Non, elle n'a pas fait que ça, il a poussé. Comment ça va? Et toi? Ouais, ça va. Welcome to this parliament. Merci. Voilà, donc ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que c'est la première réunion au niveau européen sur ce sujet en particulier, qui impliquait des acteurs pan-européens, donc français. J'ai d'abord un truc, mais moi je trouve que ce genre de colloque un peu long et chiant. Peut-être, ouais. Peut-être. Ouais. Moi, là pour le coup, souvent je les trouve un peu longs.
Bah là, on est au Parlement européen, ça a été mené par un... Pas seulement, c'est quand même un député européen. Là, l'idée, c'est vraiment de faire du lobbying pour avoir des mesures concrètes. Hein. Donc là, on n'est pas du tout dans un truc virtuel, de colloque, comme on aime les faire en France. Là, on est dans l'instance du Parlement pour avoir des Alors après, mesures. Il y a un truc qui revient, qui fait débat, et qui, moi, peut me poser problème. Est-ce que, en gros, pour simplifier, les Noirs de France ont intérêt à jouer la victimisation? Est-ce qu'on ne perd pas du temps à essayer de se faire reconnaître comme victime? Et est-ce qu'au fond, il ne vaut mieux pas enclencher la vie positivement plutôt que finalement accumuler le négatif dans ce processus de victimisation? On a été colonisé, il y a des conséquences dans la colonisation, on veut des excuses sur la colonisation, etc. Non, alors c'est-à-dire que moi déjà je suis hyper mal à l'aise avec le mot victimisation. Je pense que c'est important de reconnaître l'histoire. Moi c'est vrai que quand je parle par exemple d'esclavage, je ne suis pas descendante d'esclaves, ça ne me concerne pas directement. C'est-à-dire que je ne sais même pas si mes ancêtres n'ont pas été collaborateurs avec la puissance occidentale. Donc c'est pas mon histoire, mais je pense qu'il faut la reconnaître et lui donner toute sa place. Ça a été extrêmement important pour les Juifs d'Europe qu'on reconnaisse la Shoah, qu'il y ait des films comme La Liste de Schindler, et que ça ait un espace dans la mémoire collective pour que les Juifs puissent passer à autre chose et avancer. Et je crois que tant qu'il n'y a pas cette reconnaissance, les Noirs vont rester dans une position d'invisibilité et ne pourront pas aller au-delà. Après, reconnaître les discriminations, c'est-à-dire que moi, quand on donne les chiffres du contrôle au faciès, on a des chiffres qui permettent de dire, eh bien là, on va prendre des mesures concrètes. Si on ne sait pas concrètement quel est le pourcentage de Noirs qui sont discriminés à l'emploi ou au logement, on ne peut pas prendre des mesures. C'est-à-dire que ça reste un truc virtuel, alors qu'avec des chiffres, on peut dire, eh bien effectivement, il y a un problème. Mais toi, de ta propre histoire, tu n'as jamais été discriminé, toi? Mais je sais pas. Est-ce que tu as été discriminé? J'ai déjà été refoulée à l'entrée de RTL 2 fois. Par les vigiles? Par les vigiles, ouais. 2 fois. Donc qu'est-ce que vous faites? Qui m'ont suivi jusqu'à l'accueil, etc. Donc moi, j'ai plus en fait été confrontée à des petites vexations de cet ordre-là. Donc voilà, mal placée au restaurant. Toi, tu joues pas la victime. Non, mais moi, après, je suis dans une position extrêmement confortable. Tu es probablement plus efficace quand tu traces dans la vie. Mais parce que je suis pas victime. Avec le sourire, avec mais en même temps, la joie de vivre. Je peux pas m'empêcher de penser à mes copains de cité qui sont en galère. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance extrême de m'en sortir. D'avoir un parcours qui n'était pas le parcours attendu étant donné ma situation de naissance, mais j'ai plein de copains, plein de potes qui galèrent, qui n'ont pas de boulot. Même mon frère, il a vraiment galéré avant de trouver un boulot. Moi, je peux pas tourner le dos à mes cousins, à mes frères, à mes voisins, à mes camarades qui, eux, donc vivent autre chose. Donc ça t'agace pas quand tu vois les gens se victimiser un peu? Non, parce qu'ils souffrent, c'est de la souffrance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que c'est la souffrance de ne pas être reconnu, de ne pas avoir ses problèmes reconnus. Et moi, je l'entends la rage, je l'entends la souffrance. Et honnêtement, on parle des révoltes de Clichy-sous-Bois. Ces gamins qui ont commencé à cramer des choses, etc., dans un registre vraiment d'autodestruction. Parce que quand on brûle son école, quand on brûle la voiture de son voisin ou de son père, on est dans le suicide. On est dans le suicide. Et pour moi, c'est la douleur. C'est la douleur de voir 2 enfants de la République qui sont morts dans un transformateur électrique et qui se sont vus accusés immédiatement d'être des voyous par le ministre de l'Intérieur. Ça, c'est la douleur et c'est la violence du racisme. Bon, c'était quand même long et chiant et ça, je le maintiens. Maintenant, c'est toujours utile que les gens se rencontrent, se parlent, fassent connaissance. Et je pense quand même que du côté de la victimisation, il n'y a pas que du bonheur à trouver. Maintenant, je la trouve convaincante quand elle dit que pour les Juifs, la reconnaissance et l'institutionnalisation de cette reconnaissance de la souffrance et du drame qu'ils ont vécu, ça les a aidés à dépasser ça. Donc elle a peut-être raison. Je sais pas. So thank you very much for the invitation. I'm really happy to speak about migration and integration and to present briefly its position on these issues as an inner board member. So for those who are not familiar with INA, donc ça ici, là, vous connaissez la... Et là, on est vraiment au bout. Tu ne crois pas? Moi, j'ai un peu tendance à le croire. Que tant qu'il y aura de la différence, mais il y en aura toujours, entre tout le monde, ne serait-ce que la couleur de nos peaux, il y aura du racisme. C'est-à-dire qu'en fait, que foncièrement, l'homme n'aime pas la différence et il aime ce qui lui ressemble. Et que donc, c'est une sorte de combat un peu perdu d'avance. Moi, je crois pas, parce que ce qu'on voit, c'est que les marqueurs de différence évoluent en fonction des époques, et ce qui peut paraître différent aujourd'hui, il n'était pas forcément auparavant. Par exemple, dans l'Antiquité, il y avait des Noirs qui vivaient
chez les Romains, c'était des barbares comme les autres. C'était pas plus barbares que les autres, on les percevait pas comme fondamentalement différents. Donc je crois effectivement que la différence peut être génératrice de focalisation, mais je pense vraiment qu'on peut faire changer de sens une même différence selon les époques. Et je pense vraiment pas que ce soit un combat perdu. Il suffit de voir, voilà, il y a... Tu crois que tu verrais une société pacifiée sur ce plan-là? Ouais, je pense que c'est possible. Sinon, vraiment, moi, vraiment, ce qui m'anime, c'est quand même l'idée que c'est possible. Si j'y croyais pas, je pense que ce serait possible. Donc, ouais, je pense. Franchement, si on prend la situation des femmes, par exemple, en un siècle, quel progrès. Les femmes, c'est-à-dire il y a 50 ans, elles n'avaient même pas l'autorisation d'avoir leur compte bancaire sans leur mari, pas le droit d'avorter. Il y a quand même des évolutions qui sont très, très remarquables pour les femmes. Donc, si on prend cet exemple-là, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas pour d'autres groupes. Je prends les États-Unis, il y a 50 ans, il y a 50 ans, vous n'avez pas le droit de voter. Aujourd'hui, il y a un président noir qui a fait 2 mandats. Bon, je pense que, ok, on n'y est pas, hein, c'est sûr, mais il y a quand même des choses spectaculaires qui se produisent, donc il n'y a pas de raison que ça continue pas si ça se fait. Je croise les doigts, ouais. Mais je crois.